Bonjour, je vois qu'il y a Raphaël qui est connecté. Raphaël, tu voulais dire un mot? Oui, bonjour tout le monde. Excusez-moi, je sors tout juste de rendez-vous chez un de nos clients. Écoutez, ravi en tout cas de vous réunir ce matin. Vous avez été nombreux à nous poser des questions de savoir comment est-ce que nous adressions ce sujet de la réforme de la facturation électronique chez Primus Soft. De manière à pouvoir éclairer un petit peu vos réflexions, l'idée était aujourd'hui de vous partager les différentes trajectoires que nous avons étudiées, celles que nous préconisons et puis celles sur lesquelles nous serons capables de travailler avec chacun d'entre vous. Il s'agit d'un premier webinaire qui sera enregistré. Philippe et moi restons à votre disposition si vous avez des questions. Moi, je vous souhaite en tout cas voilà, d'écouter attentivement et de profiter pleinement des échanges que vous pourrez avoir avec Philippe et je reste à votre disposition si besoin. D'accord. Merci. Donc, du coup, le sujet de l'heure qu'on va passer ensemble, hein, c'est la réforme de la facturation électronique dans le cadre de l'utilisation de Primus Wine. On va, dans un premier temps, faire juste un rappel du contexte et d'un certain nombre de généralités pour bien resituer le cadre du projet, les obligations, qu'est-ce que c'est exactement, comment ça fonctionne, etc. Et après, on passera à du concret. Donc, je vous présenterai différentes solutions pour pouvoir répondre aux obligations avec Primus Wine. Et la dernière partie sera consacrée à la société Continia, avec laquelle on va travailler pour faire les réponses. Et tout à la fin, eh ben, on aura un petit temps d'échange pour répondre à vos questions. Donc, juste dans un premier temps, les contextes et resituer le cadre. Donc, en fait, la facturation électronique, on en parle déjà depuis 2020 avec la notion de Chorus Pro, hein, les personnes qui travaillent, les sociétés qui travaillent avec l'État, avec le gouvernement, avec les mairies, étaient déjà soumises à des obligations d'envoi de fichiers électroniques au portail Chorus Pro. Et en fait, la réforme de la facturation électronique qui a été engagée il y a quelque temps, hein, bah, ça vise à étendre cette obligation à toutes les entreprises qui sont soumises à la TVA. Cette réforme, elle va s'appliquer en deux temps, en deux étapes. Il y a une première étape qui arrivera le 1er septembre 2026. Celle-ci, ça sera l'obligation de réception de factures électroniques pour toutes les entreprises. Et pour certaines entreprises, notamment les grandes entreprises, les ETI et les grandes entreprises, il y aura également en même temps l'obligation d'émission des factures électroniques. La seconde phase, qui sera pour le 1er septembre 2027, eh bien, ça sera l'obligation d'émission pour toutes les sociétés qui n'étaient pas concernées par la première période, hein, donc les PME et les micro-entreprises. Quels sont les objectifs de la réforme de la facturation électronique? En fait, elle répond à 5 impératifs. Le premier, en fait, ça dépasse le cadre de la France, hein. Il y a un projet au niveau européen qui s'appelle le projet VIDA, VAT and Digital Age, qui a pour but de moderniser la gestion fiscale et de lutter contre la fraude à la TVA. Donc c'est un projet qui a été engagé il y a de nombreuses années, hein, donc, dans le but de la modernisation et la lutte contre la fraude. Le second, c'est de sécuriser au niveau des États la collecte de la TVA, d'accord, dans un but, en faisant en temps réel. C'est-à-dire qu'auparavant, il fallait faire des déclarations, etc. Il y avait toujours du décalage, il pouvait y avoir de la perte et de la fraude, hein. Donc l'idée, c'est là de pouvoir collecter les informations en temps réel. Et ça, pour faire ça, hein, donc, on va devoir dématérialiser tous les processus de facturation. Donc, au lieu de saisir des déclarations de TVA comme on le faisait avant, eh ben, du coup, tout va être dématérialisé et on va pouvoir suivre ça en temps réel. Une autre idée, hein, c'est également de pouvoir améliorer et rendre plus transparent tout ce qui est échange commercial, donc la notion d'achat-vente, hein, et
de pouvoir simplifier et rendre de façon transparente les échanges commerciaux, hein, notamment en termes d'amélioration des délais de paiement. Le fait que ça soit du temps réel, que les informations soient transmises d'une société à l'autre, va permettre notamment de mieux suivre les délais de paiement et d'améliorer toute la partie de trésorerie. Et tout ça, ça va se faire à travers la modernisation et l'automatisation de tous les processus de gestion administrative dans les entreprises, donc en mettant en place des outils numériques. L'idée derrière, c'est également de réduire des coûts pour les entreprises et d'éviter les erreurs de ressaisie, etc. Donc ça, ce sont les objectifs principaux de la réforme de la facturation électronique. Qu'est-ce qu'on doit transmettre pour pouvoir répondre à la réforme? En fait, il y a deux types de données qu'on doit transmettre. Ce qu'on appelle l'e-invoicing. En fait, c'est la facture qu'on doit transmettre d'une façon électronique. En fait, c'est ce process, hein, l'e-invoicing, la transmission de la facture électronique, c'est l'émission, la transmission et la réception des factures dans un format numérique entre les entreprises assujetties à la TVA via des plateformes agréées. D'accord. Avant, on envoyait une facture d'une société vers une autre société, charge à chacune des sociétés de faire des déclarations, hein. Là, l'idée, hein, c'est de transmettre d'une façon électronique et automatisée via une plateforme agréée. On va voir le principe après. Le second aspect, hein, c'est l'e-reporting. En fait, c'est la déclaration des autres transactions à l'administration fiscale. Donc, en fait, c'est tous les cas qui ne sont pas traités par l'e-invoicing, hein, donc notamment les transactions avec les pays de l'UE, les transactions avec les sociétés non assujetties à la TVA, par exemple, des comités d'entreprise ne sont pas forcément assujettis à la TVA, hein, et les transactions avec des particuliers, donc les ventes par caisse, vont être concernées par le e-reporting. Mais également, on va avoir à travers ce e-reporting, hein, toute la partie des données qui sont relatives aux encaissements. Donc ça, ce sont les deux grands types de données, de process qui vont devoir être traités par la facturation électronique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une facture électronique, hein? Avant, on avait un mail, un PDF qu'on envoyait via un mail ou un papier qu'on imprimait et qu'on envoyait par la poste, hein. Donc, demain, en fait, on va envoyer un fichier électronique ou recevoir un fichier électronique qui devra répondre à un certain format. On connaît les formats TXT, les formats Excel, etc. Donc là, on a des formats informatiques. On parle de facture X, UBL, C2I. Donc, c'est des formats normés que toutes les sociétés d'informatique vont devoir reconnaître pour pouvoir lire ou envoyer des fichiers. Ce fichier va devoir comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Aujourd'hui, quand vous imprimez une facture, hein, vous êtes déjà plus ou moins obligé de respecter, non pas une forme, mais un contenu pour que la facture soit valide, hein. Donc là, on va devoir respecter les conditions préalables, hein, donc les mentions qu'on avait préalablement, mais on va devoir ajouter 4 mentions complémentaires, hein. On devra forcément mettre le numéro de sirène du client, une mention concernant la catégorie de l'opération, est-ce que c'est de la vente de biens ou de la prestation de services, ou les deux, et une mention relative à l'option de paiement de la TVA sur les débits, si c'est le cas. Et enfin, une information qui était déjà souvent sur les factures, mais qu'on doit mettre impérativement maintenant, hein, l'adresse de la livraison du bien. Et la troisième obligation, c'est d'être transmise au client et à l'État, portail public de facturation, par l'intermédiaire d'une plateforme de dématérialisation privée. On parle de PDP, hein, ou maintenant on parle de PA, donc plateforme agréée, et ce sont les sociétés indépendantes qui sont partenaires de l'administration. Ça, ce sont les conditions pour qu'on puisse émettre ou recevoir une facture électronique. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, la notion de facture papier, scanné, de PDF simple et de documents envoyés par mail ne sera plus conforme à la réglementation.
Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, mais ça veut dire que ça ne sera pas reconnu par l'État en termes de documents officiels qui pourront être transmis à l'État. Par contre, on aura encore la possibilité d'utiliser des PDF. Par contre, ils vont devoir, eux, être, encore une fois, normés. Donc, il va falloir qu'il y ait une structure particulière, donc la A3, pour pouvoir être construits. Et ils vont devoir être signés et eux aussi acheminés via une plateforme agréée. Si on regarde le schéma des flux de dématérialisation, les échanges de données qu'on va devoir faire transiter entre les différents partenaires, hein, donc on va se retrouver avec une entreprise A qui est l'émettrice d'un document, d'une facture, et qui veut l'envoyer à une entreprise B qui est destinatrice de ce document. Pour ce faire, hein, l'entreprise A va utiliser ce qu'on appelle un opérateur de dématérialisation. D'accord? En fait, qu'est-ce que c'est, hein? C'est un logiciel de traitement informatique, hein, donc c'est un ERP, Primus Wine, qui va prendre un message, le mettre au format électronique souhaité et l'envoyer à une PA. Donc la PA, c'est la plateforme agréée, qui a pour rôle de récupérer des messages, de les contrôler et de les émettre. Et pareil, hein, donc derrière, ce PA aura pour responsabilité de transférer les informations de e-invoicing, donc la facture, les données de la facture, et de e-reporting, donc les informations concernant les ventes hors CE, particuliers, etc., au portail public de facturation, hein, donc, qui va centraliser, qui va contrôler et qui va centraliser toutes les données. Le portail public a également un autre rôle, hein, qui est l'annuaire électronique. Donc, en fait, toutes les sociétés qui vont vouloir échanger des factures, hein, vont devoir être répertoriées dans un annuaire électronique, hein, qui est centralisé par l'État. Alors, comment ça se passe, hein? Donc, l'entreprise A va émettre une facture, donc elle fait une facture de vente, hein, à un destinataire. Ça s'est fait dans l'ERP. L'ERP prend cette facture, la transforme sous un certain format, l'envoie à sa plateforme attitrée, qui, elle, va faire un certain nombre de contrôles, va se connecter au portail public au niveau de l'annuaire pour, d'une part, être identifié et d'autre part, identifier les informations du PA destinataire, d'accord, va transmettre les données de facturation au portail public, d'accord, et alors, en parallèle ou en décalé, va également transférer la facture au PA du destinataire, qui, là aussi, elle va faire des contrôles, notamment pour les structures du fichier, hein, et va la mettre à disposition du destinataire final. Une fois qu'on a fait ça, on a fait un flux complet dans un sens, hein, mais l'idée, c'est de pouvoir suivre l'évolution de sa facture, encore une fois, en temps réel, plus ou moins, hein, donc d'avoir rapidement les informations. Donc, ce que va faire le destinataire, donc elle va accepter la facture, hein, donc, et va émettre une notification d'acceptation. En fait, ces notifications, c'est ce qu'on appelle les statuts. Donc, on va avoir un certain nombre de statuts. Vous avez ici quelques statuts qui vont être obligatoires. Donc, ici, je vais avoir un statut comme quoi j'ai bien émis ma facture. Ici, je vais avoir un statut comme quoi je l'ai bien reçu. Et j'aurai un autre statut qui sera payé. Donc, à un moment donné, elle a reçu une facture, elle va le payer. Et il y aura une émission de message, hein, qui va dire, OK, eh ben, j'ai payé. Donc là, je vais envoyer les informations aussi via le PA au portail public, comme quoi j'ai payé la facture, et derrière, je vais transférer la notification à l'autre PA qui va l'envoyer à l'entreprise A. D'accord? Donc en fait, on a un flux complet. Donc du coup, une société envoie une facture, l'autre société répond comme quoi je l'ai bien reçue, OK, elle est OK pour moi, et je vais la payer. Donc l'information circule de façon automatique
est complètement transparente entre les entreprises et au passage, on transmet des informations à l'État pour la collecte de toute la partie TVA, aussi bien sur les facturations que sur les paiements. Alors, tout ça, hein, donc, c'est mis en place par l'État et afin que ça soit bien suivi, bon, l'État a mis un certain nombre de sanctions en place, hein. Donc, il va y avoir des sanctions financières dans le cas où il n'y a pas d'émission de factures électroniques, hein, donc, qui concerne le e-invoicing. Et pareil, hein, dans le cas où il n'y a pas transmission des données de e-reporting, par exemple les ventes aux particuliers, il va y avoir des sanctions financières. Donc là, il y a des niveaux de sanctions financières. Ça peut être par exemple de 15 euros par facture non conforme à 250 euros pour la non-transmission du e-reporting si ce n'est pas fait. Il y a des risques également fiscaux et juridiques, hein. Donc là, d'un contrôle fiscal, si le contrôleur s'aperçoit qu'il n'y a pas de gestion de la facturation électronique, il peut y avoir des majorations, des sanctions pénales en cas de fraude, évidemment. Mais surtout, il peut y avoir des risques opérationnels à partir du moment où toutes les entreprises vont être connectées. Et bien derrière, si la facture n'est pas bien reçue, pas bien envoyée, ben, il va y avoir des risques de désorganisation informatique, hein, c'est-à-dire que le document n'est pas émis, donc il y a des retards dans les paiements, donc du coup, les documents ne vont pas pouvoir être archivés au niveau de la comptabilité, donc des retards de paiement. En fait, bref, c'est surtout ça l'impact, hein, c'est à partir du moment où tout le monde sera interconnecté, ben derrière, ben, tout le monde va dépendre de tout le monde pour que ça fonctionne correctement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui d'un point de vue avancement de la réforme de la facturation électronique? Donc, à début décembre, hein, il y avait environ, alors les chiffres sont très variables, ça va de 100, 102 à 118 plateformes, donc il y a environ 110 plateformes, donc sociétés qui ont décidé de se déclarer et pour être immatriculées par la direction des impôts pour devenir PA. Il faut savoir qu'il y a de nouveaux acteurs, hein, qui s'inscrivent encore, parce qu'en fait le process est en cours et doit être opérationnel pour le 1er septembre 26, mais jusque-là, il y a encore des possibilités de s'inscrire et de se déclarer. Et aujourd'hui, hein, donc, techniquement, il y a 11 millions d'entreprises qui doivent s'inscrire sur l'annuaire électronique. À début décembre, il y en avait 375 000. Donc, c'est normal, c'est des choses qui sont en cours de réalisation et ça va s'accélérer sur les premiers mois de l'année 2026. Donc, pour l'instant, les 110 plateformes ont été immatriculées sous réserve au niveau de la direction des impôts. D'accord? Donc, c'est bien sous réserve. Donc, pour qu'elles soient agréées définitivement, elles doivent passer un certain nombre de tests. Elles doivent passer deux types de tests. D'une part, le test de bien transmettre les informations à l'État, ça c'est la première exigence, mais également ce qu'on appelle les tests d'interopérabilité, de bien pouvoir transmettre les informations à une autre plateforme. Et ça va être fondamental. C'est-à-dire que toutes les plateformes vont devoir pouvoir communiquer entre elles. Donc, les 110 plateformes vont devoir pouvoir communiquer entre elles. Donc, les formats sont normés, ce sont les mêmes, mais il va falloir faire des tests dans tous les sens. Et c'est cette phase qui a démarré mi-octobre, qui est en train de se dérouler, hein. Et à début décembre, alors aujourd'hui, à début décembre, on avait 15 plateformes qui avaient réussi les tests avec les PPF, hein, 36 qui étaient en cours et 67 qui n'avaient pas encore commencé. Alors ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que potentiellement sur les 110 plateformes, il y en a peut-être qui s'étaient engagés et qui vont se désengager. On va voir, hein, les tests arrivent à échéance le 15 janvier. D'accord. Il y a déjà un certain nombre de plateformes qui ont réussi tous les tests, hein, donc on commence à voir des publications. Alors il faut se méfier des publications qu'on a sur Internet, hein, parce que beaucoup de sociétés jouent sur le fait, sur les mots on est agréé.
sous réserve, mais on a quelques sociétés qui commencent à être agréées de façon définitive. On en avait 8 début décembre. Et tout ça, ça va s'accélérer jusqu'à la publication de la liste définitive le 15 janvier. Et à partir de mi-janvier, de début février, s'engagera une phase pilote. Donc là, il va y avoir un certain nombre de tests qui vont s'engager avec des vraies entreprises, hein, des entreprises qui vont pouvoir communiquer, on va échanger pour tester en grandeur réelle l'échange de données aussi bien que le portail public de facturation que avec les autres PA et tester que ça arrive bien dans les autres entreprises. Donc, on est à une phase un peu charnière, hein, donc tout ça, c'est normal. On a les exemples d'autres pays, hein, où, par exemple, la Belgique doit démarrer, elle, le 1er janvier, et ce qu'ils se sont rendus compte, hein, c'est que tout s'est précipité sur les 3 derniers mois. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, cette situation est tout à fait normale. Alors, quelles sont les solutions pour vous, clients Primus Wine? En fait, ça va dépendre de chacun, de chacune des situations d'entreprise. On va essayer d'apporter la meilleure solution en fonction de votre contexte. Donc pour ça, il va falloir qu'on regarde différents éléments. Déjà, quelles sont vos obligations par rapport à la RFE au 1er septembre 2026 en termes d'émissions et de réception. Alors, je vous ai mis un lien ici, hein, un lien sur l'État, donc qui, en 4 questions, vous permet d'être clairement positionné en sachant est-ce que au 1er septembre 2026, je ne dois faire que de la réception ou je dois faire aussi de l'émission. Et est-ce que je dois faire du e-reporting et est-ce que je dois faire du e-invoicing. Donc, le lien, il est trouvable sur le site du gouvernement et c'est immédiat, ça prend 2 minutes et je vous engage à tester cela. Ensuite, il va y avoir la question de la version de Primus Wine parce qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de nos clients, eh ben, vous n'avez pas tous la même version. D'accord? Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, la version actuelle, la dernière version de Primus Wine, c'est Business Central 27 et qu'en septembre 2026, ça sera la version Business Central 28. D'accord? Donc, on a identifié aujourd'hui 5 cas de situations par rapport à la version. Donc, vous utilisez Primus Wine dans la dernière version en SaaS. D'accord? Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est la version 24. Donc, vous allez migrer tous les 6 mois pour arriver jusqu'à la version 28 en 2026. Vous utilisez Primus Wine sur un serveur local. Donc, elle n'est pas dans SaaS, elle est chez vous ou en déporté, avec une version de Business Central qui est supérieure à la version 24 au moment de septembre 2026. Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, vous utilisez Primus Wine sur un serveur local avec une version qui est inférieure à la Business Central 24. Les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous utilisez Primus Wine sur un serveur local avec une version de NAV ou Navision qui est supérieure à NAV 2013. Donc là, on descend dans le temps, hein, donc ce sont des versions inférieures. Et le dernier cas, c'est vous utilisez Primus Wine sur un serveur local avec une version de Navision inférieure à NAV 2013. On va voir après les différents cas et comment on les traite. Ça, c'était des premiers éléments par rapport à la version de Primus Wine. Il y en a un autre, c'est peut-être que certains d'entre vous travaillent déjà avec un partenaire EDI comme AGP, Generix, dans le cadre de l'émission de factures de vente ou de réception de documents. Il faut savoir que les grands partenaires, les grands faiseurs, les grands fournisseurs EDI, hein, comme AGP, ont tous fait des dépôts, des demandes d'agrément, d'accord, et vont proposer aux clients avec qui ils travaillent déjà d'un point de vue EDI. Donc EDI, c'est les échanges de données normés de style Edifact, hein, avec la grande distribution par exemple, hein, et ils vont proposer des services complémentaires pour pouvoir répondre aussi aux obligations de la réforme de la facturation électronique. Donc ça va être encore un cas à part. Et le dernier cas, c'est peut-être que vous avez
déjà souscrit un contrat avec une plateforme agréée. Donc, en fonction de ces différents cas, ben, on va être amené à regarder dans le détail chacun des cas avec vous pour bien ajuster la réponse qu'on va vous apporter. Alors, juste une petite explication sur les différents modes de communication qu'on va avoir entre un PDP EPA et votre ERP Microsoft PrimusWine. La solution la plus simple, ça va être d'utiliser la solution qu'on va vous proposer, donc de passer avec Continia e-document et de pouvoir communiquer de façon directe entre les deux. D'accord? Donc, vous allez dans un premier temps être obligé de recevoir des factures. Donc, le PDP va recevoir d'un autre PDP, d'un autre PA, une facture et va pouvoir vous la transmettre de façon automatisée et directement intégrée dans PrimusWine. Ça va être la façon la plus simple à mettre en place, la moins coûteuse et la plus automatisée. Il y aura une autre possibilité qui pourrait être certaines plateformes agréées, hormis le schéma connexion directe, vont également pouvoir proposer d'autres services. Et un autre service, ça sera par exemple, l'APA reçoit une facture et va pouvoir vous l'envoyer à travers un mail, d'accord, et de telle sorte qu'elle puisse être captée par Continia e-document et pouvoir être intégré, alors un peu moins automatiquement, mais quand même d'une façon assez simplifiée, dans PrimusWine. Après, il va y avoir des cas un peu particuliers. Certaines PA vont également proposer la possibilité de déposer des fichiers EDI, d'accord, sur un site, sur un serveur FTP, donc c'est un répertoire sur un ordinateur, le déposer de telle sorte que PrimusWine puisse aller scruter ce répertoire, voir s'il y a un fichier, le récupérer, le traiter en tant que facture. D'accord. Et l'autre cas, c'est la même chose. C'est comme certains fichiers PDF, à partir du moment où ils sont normés et signés, vont pouvoir être également utilisés. Donc l'APA PDP reçoit un PDF, va pouvoir le mettre à disposition sur le site FTP. Et là, c'est pareil, on va pouvoir éventuellement traiter le fichier avec de la reconnaissance de caractère et l'importer dans l'ERP. Donc là, on commence à être dans des cas un peu manuels, il va falloir faire de la gestion d'interface, etc. Mais c'est des choses qui sont encore techniquement faisibles. La dernière possibilité, c'est d'aller directement saisir les données de facturation manuellement sur la plateforme. Donc tout ça, ça va dépendre des possibilités que vont offrir les différents PA qui vont être agréés définitivement à partir du 15 janvier. Alors, si on revient sur les cas concrets, vous êtes dans le cas 1, c'est-à-dire que vous utilisez Business Central, donc la dernière version en mode SaaS, c'est-à-dire que vous n'avez rien en local, vous n'avez plus rien sur les serveurs, tout est dans le SaaS. La solution qu'on préconise, c'est l'utilisation de PrimusWine, de Continia e-document et d'une plateforme agréée qui s'appelle Digital Technology ou B2B router. Alors, il y en a deux. Pourquoi il y en a deux? Parce que on attend également la certification définitive. Si les deux sont agréés, on travaillera certainement avec Digital Technology, mais si Digital n'est pas agréé, on travaillera avec B2B router. Et donc, en fait, Continia, c'est un partenaire avec lequel on travaille déjà, nous, depuis longtemps, j'en parlerai tout à l'heure, et qui propose une solution complètement intégrée à l'ERP PrimusWine. D'accord. Le gros intérêt, c'est que la solution, elle est dans PrimusWine. Vous ne voyez pas de différence. Vous avez un nouveau menu qui va vous permettre de voir les documents qui arrivent, éventuellement pouvoir faire des approbations. OK, celle-ci, je l'accepte, c'est que je ne l'accepte pas parce que j'ai un litige, etc. Ça va également traiter toutes les notions de statut, les notifications dont je parlais tout à l'heure. Donc, quand vous allez envoyer une facture ou recevoir une facture, vous allez pouvoir dire je l'ai bien reçu ou je l'ai bien payé. Je l'ai payé.
ou je la rejette, etc. Et ça permettra de répondre aux deux obligations, aux deux phases des obligations de la réforme, celle du 1er septembre 2026 qui est la réception des factures d'achat et celle du 1er septembre 2027 qui est l'émission des factures de vente. D'accord? Avec ça, ça propose des services d'archivage de données, d'automatisation, etc. Un des avantages, hein, c'est que vous n'avez qu'un seul partenaire. Vous n'avez que Primus comme partenaire qui est là à la fois pour faire les installations, vous aider à faire les paramétrages, vous aider à faire les connexions. Et derrière, c'est totalement transparent pour vous. Et avec ce cas-là, vous avez un modèle de facturation qui est hyper simple. C'est au document. D'accord? Donc, vous avez un coût au document, que je vais vous montrer juste après. Les limites de cette solution, c'est que l'APA, la plateforme, elle est pour l'instant imposée. Ça sera soit Digital Technology, soit B2B Router. D'où la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est si vous avez déjà contracté un accord avec une PA, ben là, on ne rentre plus tout à fait dans ce cas-là et ça sera une variante de ce cas-là. En termes de coût, je vous ai mis ici des exemples. Hein. Si vous recevez 100 documents par mois, en termes de réception de facture, ça vous coûtera 53 centimes par document. D'accord? Si vous avez 300, en termes d'émission, ça vous coûtera 52 centimes. 300, 500, 1000, vous voyez, plus on augmente, plus les coûts sont bas. Donc ça, on a un coût au document. L'intérêt, c'est que la facturation va être en fonction du volume, d'accord? Donc, elle va être ajustée au moins le mois en fonction des différents volumes que vous allez pouvoir avoir chacun des mois. Donc, ça, c'est la facturation mensuelle, hein, donc, qui va avoir lieu en fonction du nombre de documents. Pour pouvoir installer cette solution, donc il y a un certain nombre de prestations qu'on va devoir pour la partie mise en place. Hein. Donc, on a une première offre qui est à partir de 4 500 € pour la partie réception des factures d'achat et 2 500 € pour la partie émission des factures d'achat. Ça intègre quoi? Ça intègre l'installation, la formation, le paramétrage, la connexion OPA, les tests, etc. Si vous n'utilisez pas Digital Technology ou B2B Router, d'accord, dans ce cas-là, il faudra qu'on se connecte, nous, à une autre PA. Et donc là, il faudra qu'on voit quelle est cette autre plateforme. Et là, il y aura un surcoût de 1 500 € pour justement faire une interface avec cette autre PA, voir jusqu'à quel niveau d'automatisation on va pouvoir aller. Donc ça, c'est le premier cas, c'est le cas le plus simple. C'est une automatisation complète avec Continia e-document. Le deuxième cas, c'était les cas 2 et les cas 4. Les cas 2 et les cas 4, c'est vous avez une version de NAV Navision supérieure à NAV 2013 ou vous avez une version de Business Central supérieure à la 24, mais en local. Dans ce cas-là, on va vous proposer la même solution, donc Primus Wine, Continia e-document et la plateforme agréée Digital Technology ou B2B Router. D'accord? Les avantages sont les mêmes. La solution est complètement intégrée. Vous avez la même chose. Vous allez pouvoir à la fois gérer les réceptions en 26 et les émissions en 2027, la gestion des notifications, les automatisations, les archivages. Vous n'avez toujours qu'un seul interlocuteur, c'est Primus. Le mode de facturation, il est un peu moins simple que précédemment. On va avoir une souscription et un coût au document. D'accord? Donc, dans le cas où vous avez de 1 à 5 utilisateurs Primus, d'accord, vous allez avoir une souscription de 164 € par mois, d'accord, et avec 200 documents inclus. Les documents supplémentaires seront facturés 0,043 centimes le document. D'accord. De 6 à 19, la souscription, elle est de 218 €, toujours avec 200 documents, et le coût d'un document supplémentaire de 0,043 centimes. Même chose pour les émissions de factures. Donc, c'est de 1 à 5, une souscription de 57 €, avec inclus l'émission de 100 factures de vente.
et 0,043 centimes. Donc voilà, donc ça c'est la partie souscription et facturation au document. En termes de facturation, on est à 5 000 euros pour la partie réception et 3 000 euros les missions. C'est un peu plus cher parce qu'il y a une opération d'installation qui est un peu plus complexe que l'opération précédente. Et même chose, si vous décidez de ne pas travailler avec Digital Technologies et prendre une autre plateforme, hein, donc il y aura un surcoût de 1 500 euros pour pouvoir paramétrer l'interface avec la plateforme que vous aurez choisie. Le dernier cas, c'est les cas, on va dire, les plus complexes. C'est que vous êtes dans une version inférieure à NAV 2013. D'accord? Je ne pense pas qu'il y ait des cas comme ça, mais si c'était le cas, on est dedans. Donc, ce sont des vieilles versions ou à une version Business Central inférieure à la 24 sur un serveur local. Dans ce cas-là, la solution qu'on va vous préconiser, c'est soit de migrer d'ici septembre 2026, en quel cas ben, on rentrera dans les cas, le cas 1, soit vous ne souhaitez pas migrer, eh ben, on va devoir faire une adaptation spécifique hein, qui sera à étudier cas par cas. Qu'est-ce qu'on va devoir faire en fait hein? On a d'un côté Primus Wine et on a de l'autre côté les PDP et les PA. Hein. Donc, en fait, il va falloir qu'on développe des interfaces, comme vous en avez certainement déjà aujourd'hui. Hein. Donc, on va avoir une interface qui va devoir récupérer un fichier de facture d'achat, d'accord, qui va être déposé par le PDP quelque part, hein, et l'importer dans Primus Wine. En réponse, on va devoir envoyer le paiement. D'accord, pour dire, OK, j'ai payé cette facture, je vais devoir envoyer l'information au PA qui va devoir le transmettre à l'autre partenaire et à l'État. Et dans l'autre sens, hein, vous allez en phase 2, donc c'est-à-dire en septembre 2027, hein, vous allez devoir pouvoir émettre des factures de vente et recevoir des notifications comme quoi la facture a été payée. Pour faire ça, on va se servir de ce que nous on appelle un moteur AI. Donc c'est un outil de gestion d'échange de fichiers. Hein. Donc on va pouvoir créer des fichiers au format qui ont été proposés, hein, facture X, UBL, etc. De telle sorte qu'on puisse aussi bien générer des fichiers au format que traiter des fichiers en réception au format qui ont été envoyés par les PDP. Dans ce cas-là, et ce cas-là, c'est le plus ouvert, hein, donc on va avoir plein de cas différents en fonction des plateformes, de ce que ça propose, des types de messages, etc. Parce qu'on pourrait très bien imaginer que les informations de paiement, eh ben, on ne les fasse pas. Parce que du coup, ben, vous pourriez vous connecter sur le site de votre PA et d'aller faire la saisie à la main. Voilà, donc on va avoir plein de cas différents. Et on a un budget qui là peut être très variable. Hein. Si je réponds au schéma qui est là, hein, donc je vais avoir un budget de 9 000 euros pour la mise en place des interfaces en termes de réception et de 6 000 euros en termes d'émission de facture, un budget mine, et après ça pourrait monter en fonction de la complexité des services qui sont proposés par la plateforme avec laquelle vous travaillez, de 15 000 euros pour la réception et de 10 000 euros pour l'émission des factures. Voilà, ce cas-là, c'est le cas plus ouvert. Il va falloir vraiment qu'on discute cas par cas avec les PA, les différentes PA qui pourraient proposer des services, etc. Donc, voilà. Donc, il y a différents cas. Il va falloir en effet qu'on travaille avec chacun d'entre vous pour bien identifier les cas dans lesquels vous êtes, la solution qu'on va pouvoir vous proposer et qu'on adapte ça au mieux à chacun. Alors, Continia Software, donc la société avec laquelle on travaille déjà aujourd'hui pour tout ce qui est dématérialisation, que ce soit vers Chorus Pro ou que ce soit de réception de PDF et d'OCRisation. Hein. Donc, on travaille déjà depuis une dizaine d'années avec eux. Donc, c'est une société qui est d'origine danoise
qui a des bureaux un peu partout en Europe, hein, qui travaille au niveau des dématérialisations de factures électroniques dans tous les pays. Donc, en début 2025, ils ont mis la facturation électronique en Allemagne. En début 26, ils vont la mettre en Belgique. Donc, ils ont une grande expérience sur ce sujet, hein. Donc, et c'est pour ça que nous, on travaille avec eux depuis très longtemps. Leur métier, hein, c'est de créer des solutions d'automatisation financière, d'accord, basées sur Navision ou Business Central. Donc ça fait 30 ans qu'ils font ça. Et le gros intérêt, c'est que les solutions qu'ils proposent sont complètement intégrées dans l'ERP, hein, que ce soit Business Central ou que ce soit Navision, hein. Et derrière, c'est totalement transparent, c'est totalement automatisé. Et en termes de maintenance, pareil, ça a les mêmes règles d'évolution que Nav ou Business Central. Voilà. Aujourd'hui, ils ont plus de 21 000 clients dans 45 pays et en fait, ils travaillent avec des partenaires comme Isatech. Nous, on est certifié Microsoft et on est certifié Continia. Donc, on est à même d'installer nous-mêmes toutes les solutions de Continia. En fait, au niveau de la France, hein, il y a 4 solutions qui sont distribuées, hein, donc principales. Il y a Document Capture, dont on va parler tout à l'heure, qui sert pour la partie réception de factures d'achat. D'accord? Donc, qui servira aussi pour la réforme de la facturation électronique. Mais aujourd'hui, on s'en sert. On a pas mal de nos clients qui s'en servent pour traiter des factures d'achat qui arrivent au format PDF, donc avec de la reconnaissance de caractère. Document Output, qui est le pendant, donc qui va être l'émission de factures de vente, de documents de vente vers les clients, soit sur un format PDF à travers des mails, soit sur un format électronique déjà aujourd'hui. E-document qui va être la synthèse des 2 solutions au-dessus, hein, qui va s'appuyer sur les 2 solutions au-dessus pour répondre à toutes les obligations de la réforme de la facturation électronique en 2026 et en 2027. Donc en fait, e-document va être un module complémentaire des 2 solutions au-dessus. Et en fait, ils ont une quatrième solution qui est Expense Management, qui gère des notes de frais directement intégrées dans le RP. Alors, si on regarde un petit peu, parce que ce que font ces 3 solutions, donc, elles vont répondre aux obligations de la facturation électronique de 2026 et 2027, mais elles vont pouvoir faire d'autres choses en complément des simples, enfin, entre guillemets, des simples émissions-réceptions de factures. En fait, document capture, hein, donc l'idée déjà aujourd'hui, hein, c'est de la capture de données à travers une OCRisation, donc de la reconnaissance de caractère, d'accord, et ça va faire de la reconnaissance de caractère et ça va proposer une intégration dans l'ERP. Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé de facture d'achat, mais il faut savoir que document capture est à même de faire de la reconnaissance de caractère d'autres types de documents. Et par exemple, pourrait le faire également sur des commandes d'achat ou des commandes de vente. Et donc, vous recevez une commande de vente à travers un format PDF ou un format électronique, et bien, Document Capture est capable de le recevoir, de le traiter, de l'analyser par OCR et de l'intégrer dans le RP. Le process de rapprochement de commande, hein, donc aujourd'hui, notamment avec la facture d'achat, vous avez passé une commande d'achat, vous l'avez envoyé à votre fournisseur, vous avez réceptionné la marchandise et après coup, il vous envoie une facture d'achat. Le but au niveau de l'ERP, hein, c'est de pouvoir contrôler que ma facture d'achat est correcte. Et donc, pour faire ça, il faut faire un rapprochement avec la commande d'achat et la réception des marchandises que j'ai pu avoir. Et donc là, Document Capture, hein, propose un module qui permet de faire cette opération, hein, et c'est entre autres ce module qui sera utilisé demain quand on aura la dématérialisation de facturation électronique. On a également un petit module qui gère des contrats d'achat. Vous passez des contrats d'achat avec un fournisseur, c'est-à-dire qu'il va vous envoyer de façon régulière des factures. Et donc là, vous recevez les factures et le système permet de s'assurer que ce qui vous est facturé correspond bien au contrat d'achat que vous avez passé avec votre fournisseur.
Vous avez également la possibilité de mettre en place des flux d'approbation. D'accord? Donc, vous recevez une facture d'achat, elle est traitée de façon automatique, ben, vous pourriez mettre un process d'approbation, c'est-à-dire qu'avant de la comptabiliser, avant de l'enregistrer, ben, vous souhaitez que le responsable des achats ou que la logistique fasse une approbation en disant OK, je suis d'accord pour la mettre au paiement. Toutes les infos que vous allez recevoir vont être archivées de façon automatique et de façon sécurisée. Euh, ça soit sur un site dans le cloud, généralement c'est ce qui se fait, sur lesquels vous avez tous les droits, que vous pouvez retourner pour pouvoir consulter les documents, aussi bien émis que, en l'occurrence, reçus. Et le dernier module de document capture, donc ça sera e-document qui va permettre d'automatiser tout ça avec la plateforme agréée Digital Technology. Document output, donc c'est l'inverse, donc ça va nous permettre d'automatiser l'émission de documents vers les clients. Alors, aujourd'hui, donc on s'en sert pour pouvoir émettre vers des clients des factures de vente, d'accord, au format PDF ou au format électronique, XML, à travers l'envoi d'un mail. D'accord? Donc, vous pouvez mettre en place des process d'automatisation, d'envoi de mail chaque fin de semaine, chaque fin de mois. J'envoie toutes mes factures au format PDF avec un mail, dans un mail ou au format électronique de façon automatisée. Mais ce n'est pas que les factures, ça pourrait être, je prépare de la commande, donc j'émets un bon de livraison, et dès que mon bon de livraison est prêt, eh ben, j'envoie automatiquement un mail à mon client disant votre commande a été préparée, et elle est en instance de partance. Donc, l'intérêt, c'est, pour l'instant, c'est d'envoyer des mails. Demain, on va voir l'utilisation juste après, c'est que vous pouvez personnaliser des modèles de mails. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des clients de différentes typologies, des grands clients, des sociétés privées, de la grande distribution, etc. Et les mails que vous leur adressez ne sont pas forcément la même typologie. Vous pouvez avoir des langues étrangères. Et donc, vous avez des mails sur lesquels que vous pouvez personnaliser le texte, les logos, le contenu, les documents associés derrière de façon automatique. Donc, ces mails, vous pouvez les personnaliser, comme je viens de le dire, et derrière, vous pouvez également gérer de façon automatique des modèles de distribution de documents avec de l'intelligence artificielle. Tout ce qui est envoi de mail, alors vous n'êtes pas obligé d'attendre, de cliquer sur un bouton, c'est vous programmer en disant voilà, ben, je l'envoie chaque fin de journée, chaque fin de semaine, et tous les documents qui n'ont pas été envoyés ben, vont être automatiquement envoyés. Vous pouvez également personnaliser les PDF que vous allez envoyer. C'est-à-dire que ben, la facture que vous imprimez, que vous imprimiez avant, le système va pouvoir la transformer en PDF, mais vous pourriez mettre un fond de document. Vous pourriez mettre également des conditions générales de vente, et tout ça de façon automatisée. Vous pourriez mettre pareil, de la sécurisation sur vos PDF. C'est-à-dire pour pas que n'importe qui puisse les ouvrir, vous mettez un mot de passe que vous transmettez de façon sécurisée à votre client derrière pour pouvoir le faire. Et vous avez également la possibilité de mettre un certificat, ce qui pourrait être utile en 2026, 2027, notamment par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, les PDF qui vont devoir être normés et signés. Donc on pourra mettre un certificat de signature dessus. Mais là, je parle de facture, mais vous avez également la possibilité avec Output de pouvoir automatiquement envoyer tout ce qui est relance de vos clients. Aujourd'hui, si vous faites de la relance dans Primus Wine, ben, vous faites une relance, vous avez une proposition de relance, et ben, vous allez pouvoir imprimer un document, l'envoyer à votre client. Mais avec Output, vous pouvez faire la même chose, vous gérez vos relances et automatiquement le système va envoyer un mail à des destinataires qui ont été paramétrés dans le système, et de telle sorte que vous envoyez votre lettre de relance avec les documents justificatifs, c'est-à-dire la liste des factures et éventuellement la liste des avoirs qui justifient la relance que vous venez d'envoyer. Mais vous avez également la possibilité d'envoyer les relevés de factures
que vous pouvez envoyer chaque fin de mois à vos clients si vous avez des besoins comme ça. Et en fait, la dernière partie, la réforme, donc c'est une synthèse de tout ce qu'on vient de voir, hein. Donc, d'une part, avec Continia et Documents, vous allez pouvoir travailler d'un côté avec vos fournisseurs pour la réforme de 2026. Donc, on va utiliser le système de communication. En fait, Continia s'appuie sur un réseau d'échange, un PEPL, c'est un réseau européen de transfert de l'information sécurisée, des fichiers électroniques. Et Continia s'appuie là-dessus. Et là-dessus, vous allez pouvoir recevoir et traiter les factures fournisseurs de façon complètement automatisée et de façon transparente, et recevoir également les notifications sur le traitement de votre facture, hein, chez votre destinataire. D'accord? Mais également mettre en place la notion d'approbation si vous voulez le mettre en place. Et tout ça, ça transite de chez vous, ça passe par PayPal et ça va jusqu'à la plateforme agréée Digital Technology, hein, qui, elle, a en charge de l'envoyer à la plateforme partenaire et à l'État. Et dans l'autre sens, hein, le PA Digital Technology va recevoir des documents. Ces documents vont pouvoir être, du coup, en fait, c'est l'inverse, excusez-moi, c'est vous allez travailler avec les clients, donc vous allez émettre une facture de vente, l'envoyer avec Output et e-document et l'envoyer à Digital Technology. Et là, vous allez pouvoir envoyer vos factures de façon automatique et immédiate. Et pareil, suivre l'état de vos factures derrière. Donc, on vous enverra un lien. Vous avez une présentation de la solution complètement intégrée à l'ERP à travers le petit lien qui y aura sur le document. Voilà, j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, il y a des questions effectivement dans le chat. Il y avait une question première qui était venue, peut-être que tu y as répondu par la suite, donc par Madame Capdeville, avec la question de pas de PowerPoint. C'était au moment où tu présentais l'ensemble des processus, le transfert des documents via des différents supports de documents, les échanges. Est-ce que le format PowerPoint en fait partie? Non, 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 on va être sur des fichiers, soit du vrai fichier EDI, donc avec des normes du style EDIFACT, donc des normes de communication avec par exemple la grande distribution, soit du fichier XML. Alors, peut-être qu'il y aura de l'Excel, mais j'en doute. On va rester sur des grands formats PDF, mais PowerPoint, non. Ok. Dans la conversation, on a aussi une question. Donc, K2 et 4, les utilisateurs comptabilisés sont uniquement ceux ayant les droits pour la facturation et la compta? Alors oui, oui, tout à fait. Derrière tout ça, on va mettre en place une gestion de droits, hein, et seuls certains utilisateurs auront le droit de faire le traitement des factures, la réception. Donc voilà, ça fait une question d'organisation interne par rapport à la gestion des droits classiques qu'on connaît aujourd'hui. Une autre question. Quel est l'environnement de la messagerie mail pour document output? Output, en fait, derrière, on va pouvoir passer avec Outlook, ou alors on a la possibilité de faire de la communication directe en s'appuyant sur d'autres systèmes euh, qui s'appuient également sur Outlook, quoi. Donc Exchange notamment. On a une autre question. Les prix indiqués incluent-ils le prix de licence Continia lui-même ou est-ce juste le prix de Primus? Non, non, les prix que j'ai indiqués, hein, au niveau de la partie Continia, donc c'est soit au document, d'accord. Primus, il n'y a pas de surcoût pour Primus, hein, là-dessus, tout est compris dans la partie Continia, hein. Le seul surcoût, entre guillemets, c'est la phase d'installation dont j'ai parlé tout à l'heure. La prestation quoi, La d'installation. prestation d'installation, paramétrage et de connexion, absolument. Mais je suppose qu'elle sera aussi enregistrée et elle pourrait être diffusée. Alors, on a des questions. Pour les clients qui sont sur une version antérieure à BC24, donc par exemple BC19, voici ce que nous avons compris. Soit nous demandons une migration, donc coûteuse, puis il faut configurer l'émission et la réception.
soit nous demandons une adaptation spécifique avec une marge, une fourchette de prix qui est indiquée de 15 à 25 K. C'est ça, tout à fait. D'accord, confirmation. Autre question pour le cas 2 et 4. Le tarif mensuel indicatif mentionné est-il par utilisateur ou global? Global. On est dans des tranches, mais c'est du global. Donc, je reviens juste sur la question précédente, hein, pour les clients qui sont inférieurs à BC24. Hein. Là, il va falloir qu'on travaille avec vous au cas par cas, hein, de savoir jusqu'où on va et jusqu'où on va. La réponse, elle est simple, c'est il faut qu'on réponde aux obligations de la facturation électronique, mais de quelle est la meilleure façon qu'on va utiliser pour y répondre. Ok, la suite. Donc, les prix indiqués concernent uniquement les utilisateurs qui auront les droits d'accès à la facturation. Non, non, quand j'ai mis des tranches d'utilisateurs, c'est tous les utilisateurs de Primus. La tranche, c'est vraiment le nombre d'utilisateurs de Primus. Donc, si aujourd'hui, vous avez 10 personnes qui utilisent Primus Wine, hein, mais que vous me dites qu'il n'y en a que 2 qui utilisent la facturation électronique, non, la tranche, c'est 10. Ok. Nous avons un groupe avec 4 filiales. Est-ce que le coût de l'installation sera pour le groupe? Dans le cas où on est en SaaS, oui. Dans le cas où on est en NAV, il faut que je vérifie, mais il y a peut-être un coût complet. Le coût peut changer en fonction du nombre de sociétés qui sont concernées. Donc, à confirmer Ouais, à certainement ce confirmer, moment-là. mais j'ai un doute sur le nombre de sociétés. Mais le Alors, il y coût a une question. d'installation, excusez-moi, la Non. question complète, c'est le coût d'installation sera pour le groupe. La réponse est oui. Le coût d'installation, c'est oui. D'accord. Donc, après, C'est juste par rapport à la souscription. Ouais, c'est ça. Il faut voir. Pour être sûr de notre version, il faut bien aller dans à propos de Microsoft Dynamics. Si vous êtes dans version NAV, oui. Vous avez la version complète qui est inscrite à cet endroit-là. Ok. Écoutez, on arrive au terme de cette réunion. Merci beaucoup pour votre présence. Merci Philippe. Merci, bonne journée. Bonne journée.